bienvenue sur Europe 1. Si vous avez un souci familial ou au travail, un problème de couple, une question personnelle en suspens, vous pouvez me parler au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Paul et Jeanne, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez bien évidemment nous écrire également sur le site europe1.fr ainsi que participer à l'émission en nous donnant votre point de vue par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et puis surtout si une histoire vous touche, fait écho à la vôtre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes en direct jusqu'à 1h, alors appelez le 39 21. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir India. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et merci beaucoup de m'accueillir. Je suis là pour vous. Vraiment, et merci à Paul aussi d'avoir entendu mon histoire. Donc, je commence, oui. Je vous raconte un peu. Oui, voilà. Oui. Alors, je vais essayer d'être très synthétique. Oui. Je suis une personne qui n'a jamais eu de problème avec la justice de toute sa vie. Oui. Aucun casier judiciaire, petite fille d'officier de gendarmerie, enfin bon, toujours du bon côté de la barrière. Et à la suite d'un concours de circonstances, je me retrouve... comment vous dire ? Il faut un peu que je raconte l'histoire en deux mots. À la suite d'un concours de circonstances, je me suis retrouvée en grande difficulté financière. Oui. Et j'ai eu un huissier que je ne connaissais pas qui est venu faire un inventaire chez moi pour comptabiliser mes biens. Oui. Et il se trouve que cet huissier est extrêmement violent dans son comportement. Il était connu d'ailleurs dans la région pour être ainsi. Et maman relevait d'une opération de l'œil. Donc j'ai dit à cet huissier qu'elle ne pouvait pas lire les documents qu'elle devait signer, elle devait les approcher de ses yeux. En deux mots, il a vraiment refusé qu'elle lise les documents. Il y avait là une petite gendarme qui a dit « Mais si, vous avez le droit, madame, de lire les documents. » Donc, maman a attendu qu'il ait fini de les rédiger et lorsqu'il les a posés sur la table, maman les a pris pour les lire, les approcher de ses yeux. Et pourquoi ça devait être votre mère qui devait les lire ? Puisque c'était vous au départ, non ? Parce que ça la concernait, elle aussi. Particulièrement. D'accord. Parce que c'était elle qui était locataire de cette maison. D'accord. Nous avions eu des déboires financiers à un moment de notre vie, alors qu'avant, nous étions aussi du bon côté de la barrière sociale également. Oui. C'était vraiment, à la suite du décès de mon grand-père, un engrenage terrible. Donc nous étions extrêmement fragilisés. Et donc maman venait d'être opérée, l'anesthésie s'était mal passée, donc j'avais prévenu ce monsieur qu'elle était fragile, qu'il fallait pas la bousculer, parce que déjà nous arrivions chez nous, nous trouvons les gendarmes, la porte ouverte, c'est pénible. J'ai des animaux, c'était complètement traumatisant, si vous voulez. Et là, quand maman prend les documents pour les lire, bon, je n'ai aucune raison de vous mentir, l'affaire est jugée, donc je vous parle avec mon cœur. Oui. Et voilà. Donc, et à ce moment-là, ce monsieur Bondy, il est assez grand, et il arrache les documents des mains de maman qui vacille et qui manque de tomber. Alors qu'elle a quand même, elle avait 74 ans. Oui. Et là, mon cœur de fille, je n'ai pas pu supporter cette vision. Il était très violent physiquement. Je me suis interposée comme on s'interpose pour calmer quelqu'un qui fait une crise de nerfs, ni plus ni moins. Et je l'ai giflé, mais avec beaucoup de calme. Parce qu'en fait, je n'attendais qu'une chose, c'est que lui-même, comme il était très agité, me gifle et puis que je puisse le poursuivre compte tenu de ses agissements. Et un gendarme est entré qui l'a ceinturé lui. Donc vous voyez la violence. L'affaire est jugée, donc à la limite, je ne dis pas ça pour me disculper, je suis obligée de vous situer un petit peu les choses. Les faits, de dire ce que vous avez vécu. Voilà, et évidemment, je suis allée à la gendarmerie, ils m'ont tout à fait déconseillé de porter plainte contre ce monsieur en disant que le procureur, qui était d'ailleurs un de ses amis, ne retiendrait que la gifle. Et c'est ce qui s'est passé, je synthétise l'affaire. J'ai porté plainte contre ce monsieur et évidemment, ma plainte n'a pas été reçue. En revanche, le procureur a sorti la gifle. Parce que je disais avoir été contrainte de le gifler. J'étais à l'époque d'une extrême naïveté, je dois vous dire, vraiment.
Et donc, tout ça pour vous dire que l'affaire a été jugée. Mon avocat m'a dit que de toute façon, dans un cas comme ça, c'était même pas la peine de se défendre, que voilà, l'huissier avait été assermenté, qu'il était intouchable. Bon, alors ça, c'est une chose, bon. Mais le problème, c'est que quelques mois après que l'affaire ait été jugée, j'ai trouvé les gendarmes devant ma porte qui m'ont dit qu'ils venaient pour un prélèvement ADN. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? C'est insensé. Toutes mes amies sont avocats, donc, mais sur la Côte d'Azur, donc elles n'ont jamais vu une chose pareille. Mais après jugement de l'affaire, ils viennent faire un prélèvement ADN ? Absolument. Comme je vous dis, je suis une personne qui n'a aucun caractère de dangerosité, qui n'a jamais eu affaire à la gendarmerie, enfin, à tout ça. Non, parce que déjà en cours de procédure, enfin, je trouve ça hallucinant, un prélèvement ADN pour une histoire de gifle. Ah oui. Mais alors d'autant plus, pourquoi ils veulent un prélèvement ADN ? Alors justement, j'ai appelé mes amies avocats tout de suite. Je comprenais pas, j'étais bouleversée. Et l'une d'elles a interrogé un pénaliste qui était un peu son mentor, qui lui a dit qu'il n'avait jamais vu une chose pareille. Lorsque je suis arrivée à la gendarmerie, j'ai vu que le procureur général demandait un test ADN. Probablement parce que j'avais osé gifler un huissier. Je suppose que, tout le monde se connaît, tout le monde... c'était une espèce de harcèlement, je pense, de punition supplémentaire, après que ce soit jugé. Et donc, moi, je suis quelqu'un je me croyais un être libre. Et donc, je ne voulais pas faire ce prélèvement ADN, alors que si ça avait été dans le cadre d'une affaire, quelle qu'elle soit, vous voyez... où j'aurais fait volontiers. Mais au pénal, enfin, on est dans des affaires, enfin là, de toute façon, c'était quoi ? Ça a été jugé en correctionnel, évidemment, là. Absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Et puis, je veux dire, si vous me voyez, on voit très bien, je suis quelqu'un qui n'a... Quand je me suis retrouvée dans ce milieu de correctionnel, je me demandais dans quelle cour des miracles j'étais. Oui. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, parce que j'ai fait appel, et en première instance, je crois que c'est comme ça qu'on dit, le juge m'a dit, je lui ai dit que je ne savais pas ce que je faisais là, et il m'a dit, mais oui, c'est vrai, vous n'avez rien à faire en correctionnel, mais on voit parfois des gens comme vous. Bon. Enfin bref, je dois vous dire que... j'étais complètement bouleversée déjà de cette histoire, mais j'avais réussi à prendre le dessus. C'était une affaire qui datait de 3 ans. J'avais réussi à prendre le dessus et voilà qu'on me demande un prélèvement ADN. Et en effet, ce pénaliste a dit que c'était invraisemblable. Mais c'est déjà incroyable que vous vous retrouviez... moi, je n'ai pas à commenter une décision de justice, mais en correctionnel pour une gifle. Je suis pas en train de... je veux pas commenter les faits, mais... Mais alors là, l'histoire du prélèvement ADN, mais c'est-à-dire qu'on a prélevé votre ADN. Donc. Donc moi, je voulais refuser parce que en plus, je suis une personne qui a un sens de la justice, mais viscéral, et je me sentais un être libre. Et donc... Oui, je comprends que vous n'aviez pas envie d'être fichée comme une dangereuse criminelle, en fait. Voilà. Donc, j'ai demandé ce que je risquais. Je risquais 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Si vous refusiez ? Voilà. D'accord. Bon, alors, ça suffit comme ça. Mais enfin, mais du coup, vous étiez contrainte. Vous n'aviez pas de choix, finalement. J'ai beaucoup de respect, évidemment, pour les personnes qui sont victimes de viol. Je fais la part des choses. Là, on est... je vous comprends, on n'est pas du tout dans le même registre. Non, mais n'empêche que... pourquoi je vous appelle ce soir ? Parce que donc j'ai été conduite... j'étais à la gendarmerie. Si je n'avais pas eu, je m'occupe de maman et j'aime les animaux comme vous, Caroline. Ça me touche d'ailleurs beaucoup, votre relation aux animaux. Et j'ai des petits animaux recueillis dont je m'occupe et qui m'aiment et pour qui je suis très importante. Donc, si j'avais été seule et sans responsabilité, je vous assure, Caroline, que en mon âme et conscience, j'aurais refusé ce prélèvement. Quel qu'en soit le risque, et je pense que je n'aurais pas fait 1 an de prison compte tenu de qui je suis et du fait que je n'avais aucun casier judiciaire ni rien. Je pense que Alors je me suis retrouvée dans une gendarmerie avec un jeune homme, gentil d'ailleurs, mais je vais vous dire comment ça se passe. Je ne comprends pas que ce ne soit pas une femme qui fasse ce geste, déjà. Je me suis donc retrouvée assise avec ce jeune homme en face de moi qui m'a demandé d'ouvrir la bouche et qui a introduit dans ma bouche un gros coton-tige
il n'est pas dentiste, il n'est pas médecin, qui s'est mis à gratter dans mes joues. C'était juste intolérable. Pour prélever. Oui. Non, mais je vous comprends l'intrusion que ça représente, l'injustice finalement pour quelque chose. C'est disproportionné. Voilà. En tout cas, vu ce que au vu des faits que vous nous relatez. Il y a quelque chose de disproportionné. Oui, et je vous dis la vérité. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails parce que, évidemment, il y a une collusion entre toutes ces personnes qui sont des notables. Moi, je ne suis pas de cette région. Je suis une ancienne parisienne. Mais votre avocat, qu'en dit-il quand il a appris que une fois que l'affaire a été jugée, on vous demande... Alors déjà, est-ce que c'est légal ? Est-ce qu'on a le droit, une fois que l'affaire est jugée, que on peut vous demander un prélèvement ADN ? Écoutez, quand j'ai appelé au secours mon avocat, qui lui n'était pas de mes amis, qui était mon avocat, il a dit qu'il fallait que je fasse ce qu'on me disait. Et puis, c'est quelqu'un, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est quelqu'un à qui je plaisais, donc qui a pris ça sur le ton de la plaisanterie, quasiment, qui m'a pas du tout aidée. C'est quelqu'un qui avait une relation avec moi de séduction. Donc, j'avais mes amies qui, elles, sont des femmes, mais qui n'étaient pas sur place, qui m'ont dit que c'était en dehors de tout cadre habituel, que c'était sidérant. Et même ce pénaliste, donc... Oui, mais alors, si c'est pas légal, il faut porter l'affaire plus haut, hein. Mais j'y ai pensé parce que, Caroline, bien sûr. Je vais vous dire... Je vais vous expliquer quelque chose. Bon, je n'ai aucune raison de mentir aujourd'hui. Je veux dire, je vous parle vraiment avec mon cœur. Écoutez, moi, je sais pas. Voilà. Je suis pas dans le cadre d'un entretien de police, hein, donc non, j'ai pas. exactement. Je ne demande qu'à vous croire, même si c'est vrai que ça paraît. C'est tellement. Ça paraît dingue, oui. Ça paraît dingue, hein, parce que c'est. Mais je n'ai pas vécu que ça dans cette région. Bon. Et alors que je vous dis, parisienne, il m'était jamais rien arrivé de ma vie. Et alors, si vous voulez, le pire de l'histoire, c'est que non seulement on vous prend quelque chose de l'ordre de votre intimité, mais... Enfin, vous êtes fiché, c'est ça le problème. Vous êtes fiché, vous êtes dans après... c'est ça, comme si vous étiez... en cas de récidive, on vous retrouve tout de suite. Il faut quand même remettre les choses à leur place. C'est pour ça, normalement, ça doit être très réglementé, les prélèvements ADN. Alors, je sais que pour des coups et blessures, on peut demander, effectivement, un prélèvement ADN, mais là, alors... donc, c'est pour ça que c'est pas si surréaliste que ça. Et c'est un huissier de justice, il est, comme vous le dites, assermenté, il est certainement très procédurier, donc c'est allé très loin, il porte le fait très haut, mais là il y a quand même, si vous voulez, ce qui paraît fou, c'est que ce soit après que ça a été jugé, donc il faudrait quand même voir avec quelqu'un, et par rapport à vos amies qui sont avocates, s'il n'y a pas moyen de contester ce qui s'est passé, de demander même peut-être si c'est pas dans un cadre, si ce n'est pas légal, des dommages d'intérêt. Écoutez, Caroline, je vais vous dire, ce monsieur n'avait pas porté plainte contre moi. L'huissier de justice ? Oui, il n'avait pas porté plainte parce que il avait menacé de le faire, mais en réalité, comme il y avait une femme gendarme qui était témoin et qui n'a pas pu témoigner en sa faveur, d'accord. C'est quand moi j'ai porté plainte que le procureur a extrait de ma propre plainte le fait que je disais, en toute honnêteté, avoir dû le gifler. Donc vous voyez... déjà, ça s'est retourné contre vous, finalement. D'accord. Parce que naïvement... je comprends. Donc déjà, vous voyez, au départ, il y avait quelque chose d'aberrant. Oui, vous vouliez vous plaindre des méthodes utilisées par cet huissier, parce qu'on pourrait vous rétorquer qu'il fait son travail. Bon, et c'est un travail qui est certes pas facile, puisqu'ils vont vers des personnes qui sont dans de grandes difficultés, dans des moments de leur vie où ils mettent un genou à terre, ils vont faire des saisies, enfin, mais tout est dans la façon de le faire et de se comporter, en tout cas humainement et correctement. Or là, vous trouviez qu'il y avait une brutalité dans la méthode employée et vous l'avez signalé, ce qui était de tout à fait votre droit. Mais ça s'est retourné contre vous. Voilà. Et le pire, c'est que je ne veux pas ennuyer les auditeurs avec des histoires judiciaires, mais il faut que vous sachiez que il a récidivé en commettant une violation de domicile pour laquelle j'ai été assignée et où j'ai gagné, où j'ai été relaxée c'est-à-dire que il a été reconnu qu'il avait émis un document qui n'était pas valide et j'ai été relaxée parce que j'étais aussi assignée pour avoir voulu rentrer chez moi après qu'il eut changé de serrure quand même. Et que j'ai retrouvé mon petit chien, un petit pincher de 1 kilo, mort sous des cartons.
à la suite de cette intrusion. Mort sous des cartons? Oui, c'est-à-dire qu'il a certainement reçu un coup de pied, ce petit chien. Il était visiblement, on lui avait défoncé la cage thoracique, il avait la langue bleue, etc. Et il était caché sous des cartons. Et enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, mais C'est pas des j'ai été détails. relaxée pour ça, parce que j'étais aussi assignée pour ça, pour avoir simplement voulu rentrer chez moi, ce que j'étais en droit de faire. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose. Mais attendez, si vous dites que c'est quelqu'un qui, vous avez commencé en disant que c'est quelqu'un qui est connu pour avoir des méthodes vraiment, on va dire plus que limites. Est-ce qu'il n'est pas possible de saisir, je ne sais pas s'il y a un ordre des avocats, mais est-ce qu'il y a un ordre des huissiers? Est-ce qu'il y a pour signaler les méthodes de cet huissier? Ce que j'ai fait, moi j'étais tellement naïve, ce que j'ai fait dès les premiers agissements de ce monsieur, parce que bon, malheureusement des huissiers dans cette période difficile, j'en avais connu d'autres, qui étaient des personnes parfaitement honorables. Mais oui, vraiment, qui font leur travail, qui est difficile, mais bon, avec tout à fait. Je veux dire, avec du respect pour les personnes, qui sont déjà dans des situations, comme vous le dites, pénibles et difficiles et traumatisantes. Voilà, qui font leur travail, mais en respectant les personnes chez qui ils se présentent, chez lesquelles ils se présentent. Et donc, ce qui est frappant quand même, c'est que après que j'ai en appel été relaxée, parce que honnêtement, j'étais vraiment dans mon droit. Je ne veux pas vous expliquer les détails, mais bon, il se trouve que j'ai été relaxée. Et voilà que quelques semaines après, je reçois ce truc-là. Et je me suis sentie, Caroline, comme une biche, vous voyez, dans la chasse à courre, quoi. Sans aucun pouvoir, acculée de toutes parts, obligée de me soumettre. On m'a volé mon ADN, on m'a contrainte à quelque chose qui est d'une injustice dont je ne me relève pas. Je vais être fichée pour violence volontaire, car c'était sous ce titre-là que j'ai été violence volontaire. C'est ça, oui. Voilà. Oui, envers quelqu'un qui est assermenté, c'est ça, donc c'est grave. Oui. Et je dois vous dire que je vais être fichée jusqu'à l'âge de 80 ans. C'est-à-dire que cette tâche va me poursuivre toute ma vie. Pourquoi 80 ans? Parce que c'est comme ça, dans mon cas, je vais être fichée jusqu'à l'âge de 80 ans. Et Caroline, est-ce que vous pouvez savoir ce que c'est de côtoyer les pires... Moi, je suis très croyante. Oui, délinquants ou criminels. Oui, symboliquement. Non, mais je peux comprendre symboliquement, oui, comme si vous étiez souillé par ça, et puis par cette injustice. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement disproportionné quand y compris d'ailleurs dans l'argent mis, l'énergie, le temps, l'argent mis, parce que finalement tout ça c'est l'État qui paie aussi ces procédures. Donc vaut mieux rechercher vraiment les dangereux criminels que les personnes. Et vous voyez, Caroline, comment vous dire. Il faut savoir que j'étais soi-disant en droit de refuser. Et sincèrement, comme je vous le disais... Oui, mais à quel prix? Oui, mais je me sentirais moins mal aujourd'hui si j'avais refusé. Oui, mais moi je crois il faut vous renseigner, voir, parce que là, à mon avis, il y a quand même il y a quelque chose qui semble pas normal dans cette histoire. Et puisque vous avez des amies avocates, de voir avec elles, enfin de préparer un dossier solide. Elles m'ont dit qu'elles allaient tenter de m'aider pour sortir de ce fichier, pour parler de cette histoire, mais que je devais déjà quitter cette région, puisque vous savez, j'ai une autre amie qui s'occupe d'animaux. Il n'y a pas des régions qui sont quand même hors la loi? Écoutez, Caroline, j'habite une région très particulière. Depuis le jour où j'ai mis le pied dans cette région, ma vie a basculé dans des choses kafkaïennes. Non, mais si vous voulez, moi, ce qui me paraît fou dans cette histoire, c'est que le prélèvement ait eu lieu. Je vous dis, au moment où les faits se sont produits dans le cadre de l'instruction, déjà, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, je dis bien, mais je trouve que vu les faits que vous décrivez, ça me paraît disproportionné. Ça n'engage que moi. Oui. Mais alors, après la condamnation, ça paraît... là, je crois qu'on sort complètement du cadre légal. Donc, dans ce cas-là, il y a des traces. S'ils sont venus tel jour, il y a eu des prélèvements d'effectués, il y a des preuves tangibles que ça a été fait
après la condamnation. Et là, vous pouvez très bien, avec un avocat compétent, montrer qu'il y a eu un grave dysfonctionnement, pour ne pas dire plus. Donc, région ou pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous prenez un avocat qui n'est pas de cette région et que dans cette région, peut-être en tout cas là, vous avez été victime d'un grave dysfonctionnement. Et par ailleurs, j'ajouterai que de toute façon, le fait d'être assermenté, et c'est vrai que malheureusement, dans d'autres histoires où parfois certaines administrations, certains fonctionnements se réfugient derrière, par rapport à certains de leurs agents, derrière le fait qu'ils sont assermentés. Mais c'est vrai qu'on peut recevoir comme ça des lettres types en disant bah oui mais tel agent est assermenté donc on n'a pas à contester telle décision et on sait pourtant et du coup la parole de l'usager n'est pas entendue finalement d'emblée on prête plus de crédit à l'agent assermenté qu'à l'usager ou au client ou bon peu importe comment on l'appelle alors qu'on sait très bien qu'être assermenté n'empêche pas des dysfonctionnements et parfois des dysfonctionnements graves d'ailleurs que certains peuvent être dans la toute-puissance bon. Mais c'est exactement ça Caroline, pardonnez-moi de vous interrompre mais vous avez complètement raison parce qu'en fait quand j'ai parlé de mon histoire à certaines personnes, j'ai plusieurs personnes qui, apprenant mon histoire, parce que j'ai aussitôt pris contact avec, en effet, la personne qui supervise les huissiers. Et au départ, il m'avait dit que c'était inacceptable et qu'il aurait un blâme. Et ensuite, c'est la chambre départementale, le président de la chambre départementale des huissiers. Pardon. Et ensuite, quand les choses, quand j'ai commencé à en parler, j'ai appris de personnes de l'administration et sous le sceau du secret, en fait, que ce monsieur avait plusieurs dossiers déjà contre lui, qu'il était connu, comme voilà, bon. Et qu'il était protégé. Mais écoutez, c'est pour ça, enfin, protégé, peut-être, alors bon, je ne sais pas ce qu'il en est, peut-être qu'il a des soutiens, puisque effectivement, dans des amis, des amitiés, dans là où il exerce, il n'empêche que la loi s'applique quand même est la même en principe pour tout le monde. Donc, vous pouvez très bien, avec vos amis, qu'elle vous conseille un avocat compétent qui, si effectivement ce prélèvement ADN a été effectué, comme vous le dites, après la condamnation, vous renseignez dans la mesure, voir si c'est légal ou pas, parce que ça me paraît... Moi, je ne suis pas juriste, donc je ne veux pas du tout m'engager sur ce terrain-là, mais ça paraît là, pour le coup, assez curieux. Si ce n'est pas légal, vous pouvez à ce moment-là demander, agir avec l'aide d'un avocat, avec l'aide de quelqu'un compétent qui vous soutiendra pour ne pas rester dans cette situation. Oui. Donc parlez-en et voyez quelqu'un, ne restez pas dans cette situation. Oui. Voyez, pour ne pas rester, parce qu'il ne s'agit pas de changer de région comme ça, il s'agit de voir ce qu'il en est sur un plan juridique, parce que ça doit aussi se régler sur un plan juridique. Bon courage à vous en tout cas, India. Bon courage. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Muse, Madness. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Jean-Claude. Jean-Claude, vous êtes avec nous ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline Dublanche, oui. J'aurais eu envie de parler un petit moment avec vous. Oui. De ma vie, de tous mes problèmes que j'ai connus depuis quelque temps, parce que plus ou moins prononcés depuis le départ de ma mère. Donc, oui, voilà, disons, un esprit maintenant qui est complètement changé par rapport à ce que j'ai vécu. Oui. J'ai vécu une très belle vie. Oui. J'ai toujours vécu avec ma mère, et mon père, bien sûr, car je n'ai jamais ni été marié, ni quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, j'ai eu une vie vraiment unie avec mes parents. Mmh. Mon père est mort il y a très longtemps. J'avais 16 ans, je venais de commencer le travail. Mmh. Et puis, ma mère étant restée seule et n'a jamais refait sa vie, donc, je suis resté avec elle. Nous avons créé notre petite vie à nous deux. Bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Après, d'année en année, nous passions d'anniversaire à des fêtes, etc., etc. C'était un peu comme une vie d'un couple qui n'était pas un couple, en quelque sorte, quoi. Parce que nous étions très proches l'un de l'autre.
Et puis je l'ai vu vieillir, bien entendu, et je l'ai aidé dans ses difficultés, se diminuer. Et en mars 2009, le 13 mars au soir, hélas, bien, je l'ai vu partir devant moi, quoi. Comme j'avais vu mon père auparavant, d'ailleurs, en 1969, partir aussi devant moi. J'ai vu mes parents tous les deux partir. C'est peut-être pas le cas de personnes qui sont chez eux, qui se sont mariés jeunes, etc., et qui sont partis faire leur vie ailleurs. On n'a pas ce problème-là. Mais moi, j'ai tout vécu jusqu'à la fin de mes parents. Oui. Donc maintenant, actuellement, si vous voulez, pour moi, je vais être en retraite début janvier. Ben, pour moi, la vie n'a plus de sens. Parce que tout était centralisé dans la vie avec ma mère. Et maintenant, je pense que pour moi, il n'y a plus rien qui compte du tout au monde. Je n'ai pas... je n'ai même pas l'idée de participer à des associations parce que je suis très, très renfermé en moi-même. Je ne pourrais pas m'associer à des joueurs, à des gens qui font des réceptions, etc., ou des clubs, parce que je suis très sectaire, très renfermé. Je me complais dans mes problèmes. J'écris beaucoup parce que le moyen pour moi de m'extérioriser, c'est d'écrire. Oui. Alors je remplis des livres entiers, des cahiers entiers de pages d'écriture en retraçant toute ma vie, enfin, etc. Oui, vous écrivez sur vos souvenirs. Qu'est-ce que vous parlez de votre vie? Pardon? Vous écrivez sur quoi? Sur votre vie? Sur ma vie, sur tout ce que j'ai fait en général. J'essaye de recréer une rétrospective complète de ma vie en repensant à mon plus jeune âge, les belles années, tout ce qui a été magnifique dans ma vie, parce que j'ai connu de très 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 belles années. Du temps de mes parents quand ils étaient ensemble déjà, et puis avec ma mère, nous avons eu une vie magnifique. Entre fils et mère, c'était vraiment une collaboration totale. Les vacances qu'on préparait, etc. Tous les ans, les mêmes choses, voyez-vous. Une vie très 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 unie, quoi. Tous les ans, vous partiez en vacances au même endroit? Vous dites... Disons que j'ai de la famille sur le centre de la France. Nous allions les voir, dans le Massif central, près de Vichy exactement. Oui. Et puis nous allions aussi en Normandie, mon pays natal. Oui. Et puis voilà, quoi. Donc disons qu'à l'époque où ma mère était encore bien valide, je conduisais beaucoup et je l'emmenais un petit peu partout, faire des petits voyages, des petites excursions entre nous, comme ça, mais bon. Vous vous entendiez très bien, vous étiez très heureux, là. Oui, voilà, c'était la très belle vie. Le passage le plus beau de ma vie a été une période, on pourrait dire, dès mon plus jeune âge, bien sûr, jusqu'à environ 55 ans. Où après, ma mère, évidemment, a vieilli, a été dépendante, elle a été d'ailleurs beaucoup aidée par une association qui venait l'aider. En plus, moi, je palliais le temps entre chaque passage des personnes. Donc, bon, maintenant, évidemment, je me suis retrouvé donc licencié en premier temps, placé en AER, vu mon âge qui n'était plus tellement dans l'âge de retrouver un emploi. Oui. Et maintenant, je suis en pré-retraite. Disons que je vais être retraité en janvier. Qu'est-ce que vous faites comme emploi? Là, actuellement, je suis en allocation équivalent retraite. C'est presque la retraite finale. Oui. Et vous travaillez dans quoi? J'étais dans une entreprise qui faisait de l'entretien sur des locaux. D'accord. Et là, vous êtes parmi, avec les collègues, vous étiez, vous travaillez, mais vous ne voyiez pas vos collègues en dehors? Ah, non plus. Non. Non, parce que déjà, nous avons fini notre carrière dans une drôle de situation. Hein. L'entreprise a été dissoute. Oui. Ce qui fait que nous sommes partis chacun de notre côté. Oui. Mes plus jeunes collègues ont repris du travail, elles, ailleurs. Oui. Et puis moi, vu ma situation, je suis resté m'occuper de ma mère, donc à son domicile, à mon domicile, parce qu'elle logeait chez moi. Et puis pendant 4 ans, je l'ai soignée vraiment totalement à fond, mais j'étais encore en activité pendant 4 ans. Je ne l'ai soignée en réalité à fond que pendant 4 mois, où je me suis trouvé en début de pré-retraite, quoi. Et puis enfin, jusqu'au 13 mars 2009, où je vous dis le soir, je l'ai vu partir dans mes mains, quoi. Et disons que c'est très dur de voir ses parents partir. Oui. Hein,
parce que c'est vraiment toute grâce à votre lui vie, toute que l'on votre est sur la vie. terre. Toute votre vie leur était consacrée. Enfin, très tôt, vous avez perdu votre père. Vous aviez 16 Très ans. bonne heure, à 15 ans. C'est Oui. ça. Et après, dites finalement, vous êtes très lucide. Hein, vous dites, vous étiez un peu comme un couple avec votre mère. Oui. Exactement. Ce qui Très fait que unis. vous n'avez jamais eu de vie parallèlement, de relations amoureuses. Ah Même non, si... pas du tout. Non, pas du tout. Vous n'en J'ai avez pas eu. jamais, dans ma vie entière, ressenti Oui, le besoin d'avoir quelqu'un près de moi. d'accord. D'envisager un mariage, d'envisager, même ce serait-il qu'une vie commune. Oui. Non, non, c'est une chose qui ne m'a jamais passionné, qui ne m'a jamais attiré. Même je m'en passe très librement, si vous voulez. Oui. Ça ne me manque pas du tout. Oui, sans même parler de mariage ou de vie commune, mais d'avoir une relation sentimentale, d'avoir Ah oui, même une relation affective avec quelqu'un d'autre que votre Oui, oui. mère. oui, mais c'est que moi, c'est-à-dire, vu mon tempérament, je n'ai pas de complicité du tout pour pouvoir partager des moments avec une personne. Par exemple, ce serait-il que faire des anniversaires ensemble, des choses comme ça. Bon, je ne suis pas tellement extérieur, moi, vous voyez, je vis dans mon intérieur, dans mes souvenirs, dans mes pensées, mais je ne me retrouverai pas près de quelqu'un à pouvoir dire tiens, ça va me passer quelques heures, etc. Oui. Vous n'en Je éprouvez pas serai le toujours besoin. dans mes pensées malgré tout, voyez-vous, Oui, oui. Dans vos pensées ou dans vos écrits. dans mes écrits. Voilà. Oui. Vous Et étiez puis, comme ça, enfant, déjà, un petit garçon assez solitaire, assez... Voilà. Oui. Déjà tout jeune, j'étais comme ça. Beaucoup, un petit garçon assez rêveur, beaucoup avec un imaginaire assez développé. Voilà, c'est ça, oui, oui, très rêveur, oui. Oui, oui. Je voyais toujours des textes, j'écris des textes, d'ailleurs, maintenant moins parce que je n'en fais plus depuis que ma mère est partie, et j'ai beaucoup écrit des textes sur la nature, tout ce que je voyais, la forêt, etc., les champs de blé, la nature en général, que j'aime beaucoup, beaucoup. Parce que c'est là que je me retrouve encore le plus dans ce qui est mon univers, parce que quand je suis isolé vraiment dans la campagne, dans la pleine campagne, c'est là que je suis heureux. Le silence... Vous aimez être dans la nature, vous vous ressourcez, vous êtes bien dans la nature. Donc voilà, le silence, un léger bruit de vent qui vient dans les feuilles d'un arbre, etc. D'ailleurs, j'ai Oui. créé des textes, j'ai créé un texte sur cette base-là, d'ailleurs, justement, qui est un peu rêveur, mais bon, parce que ça fait très rêver ce que j'ai écrit. Vous êtes un peu un contemplatif. Oui, voilà, Hein, exactement. c'est ça. Voilà. Oui. Et vous avez des animaux avec vous? Vous avez Eh bien, oui, j'ai un petit chat angora noir qui est très gentil, qui comprend bien, d'ailleurs, il vient me voir souvent, il voit bien que son maître n'est pas toujours très gai. Oui. Et oui. puis mon petit chien aussi, bien sûr. Vous avez un petit chien aussi. Un petit chien aussi, oui, que je promène tous les jours, bien sûr, parce qu'il faut qu'il Oui. qu'il fasse un petit peu un tour, et puis ça a besoin de sortir, un chien. Oui. Mais voyez-vous... Oui, donc ça, vous avez cette compagnie-là quand même qui vous apporte de la tendresse oui, et de... oui, j'adore les animaux, oui. Oui. Et je pense, c'est finalement, comment ça se passait quand vous étiez enfant à l'école avec les autres enfants? Eh bien, disons, justement, c'était un peu le cas. J'avais toujours un écart par rapport aux autres. J'étais pas quelqu'un qui se liait à des jeux, à ce que l'on peut faire dans une cour de récréation, par exemple. J'étais toujours un petit peu à part, ou des fois avec un ou deux camarades à jouer aux billes, etc. Vous voyez, des jeux, mais qui ne dépassaient pas deux personnes. Parce que l'esprit de groupe, par exemple, je sais pas, pratiquer le football, etc., Oui. c'était pas du tout mon truc. Ça, Oui. ces choses-là, ces sports de groupe, où il y a beaucoup de personnes, je ne m'y retrouve pas. Oui, oui. Je ne me retrouve pas du tout non plus dans des salles de spectacle où il y a beaucoup de bruit. Ça vous etc. angoisse quand il y a trop de monde un peu? Voilà, trop de bruit. Oui, Voilà, c'est oui, ça. vous aimez mieux des relations comme ça, à deux, Oui. pouvoir parler. Est-ce que vos parents recevaient chez eux Ah non, hélas, Eh non, non. mes parents, Eh oui. vous savez, n'avaient pas les moyens trop de
de faire des écarts de vie et non, je n'ai jamais connu des gens... C'est pas seulement une question de moyens, vous savez, Jean-Claude. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'un milieu très aisé et qui pourtant ont quand même une vie sociale, reçoivent des amis à la fortune du pot, comme on dit, hein, c'est-à-dire, vous voyez, à partager leur repas ou prendre l'apéritif, prendre. Vous voyez, c'est plus que vous avez été, et ça c'est important parce que ça compte. Vous avez été élevé aussi de cette façon-là. Voilà, parce que déjà par les professions de mes parents. Mon père était conducteur de travaux dans le bâtiment. C'était un homme qui rentrait le soir du travail, qui mangeait. Et après, il allait dans son bureau pour voir ses plans, pour faire des relevés de ce qu'il allait faire le lendemain avec ses ouvriers, etc. Il fallait même pas le déranger. Quand il était dans son bureau, il fallait le laisser vraiment. Il en ressortait que pour manger à l'heure qu'il voulait. Et ma mère était aide-soignante dans les hôpitaux. Donc c'est pareil, elle a eu une vie très particulière, voyez-vous, où elle travaillait les week-ends, les dimanches, les nuits, etc. Je me retrouvais souvent tout seul, même d'ailleurs parce que, quand ma mère était au travail la nuit, et parfois mon père faisait même des fois des déplacements, ça dépendait s'il rentrait le soir, s'il rentrait pas, disons que j'étais tout seul, quoi. Et bon, je rentrais de l'école... Voilà, et puis c'était une petite vie vraiment très indépendante, quoi. Et oui, de fait, c'est-à-dire, vous parlez de tempérament, vous dites vous avez eu ce tempérament solitaire, mais on vous a pas tellement laissé d'autres choix, c'est-à-dire que c'était votre vie où vous avez dû vous construire de cette façon-là. Voilà, parce que finalement, vous dites que votre père, il faisait son travail, il travaillait, et puis quand il rentrait, il prolongeait. C'est-à-dire dans son bureau, il aimait qu'on le laisse tranquille, au point même de, si je comprends bien, de pas forcément partager ses repas avec vous, mais seulement quand lui était prêt, désireux de le faire. Et votre mère, eh bien, de par son travail, elle était aussi souvent absente. Hélas, Et donc vous étiez assez seul finalement. Voilà, et puis... comme camarade, je n'ai jamais eu des liaisons très importantes. À part des petits voisins, nous nous voyons des fois, comme ça, occasionnellement en plus. C'était même pas tout le temps. Et puis j'étais solitaire, je me promenais tout seul, comme ça, dans les rues, à droite à gauche. Oui, c'est comme ça que vous vous êtes construit, vous n'aviez pas trop d'autres choix. Voilà, exactement. Déjà, je suis fils unique, j'ai ni sœur ni frère. Donc, dans mon univers, déjà, je n'avais pas un ensemble comme quelqu'un qui a des frères et sœurs qui va sortir, s'amuser avec eux. Même, c'est normal. C'était un univers très, très restreint, quoi, disons. De jeunesse. Mon école, évidemment, j'avais mes devoirs à faire parce que, c'est normal. Et puis après, en dehors de ça, c'était des petites sorties à droite à gauche. Je faisais du vélo. J'allais une fois de temps en temps à la piscine. C'était vraiment des choses tout à fait ordinaires, vous voyez. Oui. Et à l'adolescence, vous n'avez pas éprouvé le désir peut-être d'avoir quand même un peu comme on peut ressentir parfois l'envie d'avoir un flirt, d'avoir une petite aventure? Non, non, pas du tout. Non, j'ai vraiment vécu complètement à côté de cette vie-là. Oui, la sexualité finalement dans la vie, ça peut être quand même c'est quelque chose d'important pour un être humain. C'est-à-dire que vous l'avez, c'est quelque chose que vous avez mis de côté comme ça, la rencontre avec l'autre, Et puis que je n'ai jamais ressenti le besoin, vous voyez, d'avoir dans ma vie, quoi. C'est une chose complètement que j'ai presque, pour ainsi dire, ignorée. Parce que c'était pas du tout quelque chose que je ressentais le besoin de connaître. Et finalement, quand votre mère, alors à un moment, c'est quand elle a été à la retraite que vous vous êtes rapprochés comme ça, que vous avez, comme vous dites, vous commencez à faire des voyages, vous passiez vos vacances ensemble. C'est ça. Ça a été une période très heureuse de votre vie. C'était la belle période. La belle période parce que je venais de passer le permis de conduire. En plus, on ne partait plus par le train, on partait en voiture. Enfin. C'était tous les préparatifs un petit peu comme une famille qui se met en route alors que nous n'étions que deux. Mais vous voyez, c'était vraiment les mêmes complicités, les mêmes choses.
Oui. Et bon, Mais vous avez beaucoup de points communs avec votre mère. Très, très, énormément. Oui. J'ai eu beaucoup de points communs et nous avons partagé, je dirais peut-être 95% de nos vies tous les deux ensemble. Parce que vraiment, c'était associé à un point que tout se faisait, disons, dans le but de rendre l'autre heureux, etc. Ma mère, c'était pareil. Ses anniversaires, je lui faisais livrer par une fleuriste un bouquet de fleurs ou une belle composition. Enfin, c'était en moi, vous voyez, c'était quelque chose qui était automatique. Et votre mère, parfois, elle se demandait pas, elle s'inquiétait pas un peu pour vous peut-être de la suite, justement parce qu'elle savait bien qu'elle n'était pas immortelle et que justement, quand elle ne serait plus là, qu'est-ce qui se passerait pour vous? Parce que à un moment, les enfants, ils quittent leurs parents et pour justement construire leur vie. Et elle se demandait pas, elle s'inquiétait pas pour vous de savoir un peu de vous occuper de vous. Elle vous posait la question. Elle me disait oui, c'est vrai. Plus tard, quand je serai plus là, tu seras tout seul. Mais comme je me complaisais dans ma vie de solitude, si vous voulez, vous n'étiez pas seul. Elle était là. Voilà, exactement. Elle était là. Elle était toujours présente, ce qui faisait une présence même très handicapée, même très âgée la veille de son départ. Hélas. Je l'ai vu encore dans le canapé, donc si vous voulez, c'était toujours la présence qui était là. Elle ne parlait presque plus, bon, il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus rien du tout, mais malgré tout, il y avait toujours la présence qui était toujours là. Bien sûr, elle était très rassurante pour vous. La coupure complète quand elle est partie, voyez-vous. Et alors là, j'ai passé une phase, maintenant, même encore, d'ailleurs, il y a des moments, j'ai des très mauvaises idées en tête, je peux vous le confier. Oui. La première phase de départ de ma mère a été vraiment la limite. Oui, c'est-à-dire que quand vous dites votre vie n'avait plus de sens, vous avez à un moment songé peut-être à disparaître. Exactement, et de faire le nécessaire pour le faire même. Je peux le vous Et qu'est-ce qui vous a permis de tenir alors Mais disons que, si vous voulez... Qu'est-ce qui fait que vous trouvez du sens quand même à votre vie? L'écriture, le fait de ces promenades dans la nature, le fait de vous occuper de vos animaux? Oui, mes animaux, j'aime beaucoup, beaucoup les animaux. D'ailleurs, je suis membre bienfaiteur de la SPA, donc je suis bien placé pour être un ami des animaux, quoi. Et puis, on a toujours eu des animaux du temps de mes parents. J'ai été élevé avec des gros bergers allemands quand j'étais enfant, vous voyez. Ça a toujours été mon univers, quoi. Je n'ai pas peur des chiens du tout, d'ailleurs. N'importe quel chien, je peux le caresser. Ça ne pose aucun problème. Vous avez plus peur des hommes, des êtres humains que des chiens. C'est justement ce que je pensais aussi, vous voyez. Oui. Ça veut pas dire que vous ne. Je pense pas que vous refusiez le contact ou que vous ne le souhaitiez pas. Je pense que vous en avez peur. Oui, voilà, je n'arrivais pas à m'ouvrir à des gens. Oui, je n'arrivais pas. Mais vous ne savez pas, on vous a pas vraiment appris les codes pour entrer en relation. Et pourtant, vous voyez, je vous trouve, je vous écoute là avec beaucoup d'attention et d'intérêt parce que je vous trouve extrêmement touchant et émouvant. Mais en moi, d'ailleurs, les gens me disent beaucoup que les textes que j'écris, c'est mon intérieur qui se dessine sur un papier. J'ai écrit des textes qui représentent, par exemple, comme Soirée d'hiver, je l'ai nommé Soirée d'hiver, c'est son titre. Si vous voulez, ce texte, il représente une soirée familiale, et quand on l'a lu plusieurs fois, on a l'impression de vivre directement dans le décor même de ce qu'il représente, vous voyez. Oui, c'est-à-dire que vous arrivez à retranscrire, à procurer des émotions aux autres. Voilà, énormément. Oui, mais c'est pas étonnant parce que on sent en vous une très grande sensibilité. Ah ben, vous voyez,
Et donc, je pense que justement, vous n'êtes pas quelqu'un qui n'aime pas les autres, qui veut pas aller vers les autres. C'est plus des peurs qui sont à l'œuvre et donc vous êtes construit comme ça et vous vous protégez comme ça. Mais aujourd'hui, je dirais, quel âge avez-vous aujourd'hui? Eh bien, j'ai 60 ans et 6 mois. Oui. Puisque j'ai été placé presque à la retraite maintenant, donc oui. Oui. Mais voyez-vous, je ne me verrais pas du tout partager des mamans avec des gens à manger, etc. Déjà, quand, voyez-vous, nous étions obligés de faire des fois avec ma mère des repas de mariage, des repas de communion, etc. C'était presque une contrainte pour moi. J'étais pressé de sortir de table, de reprendre ma vie de dehors, d'aller me promener dans la nature, parce que la nature est toujours le maximum de ce que j'aime. Et puis, je me retrouvais pas. J'étais pressé que le repas se finisse, vous voyez. Parce que dans un repas, il y a trop de monde. Il y avait trop de monde, ça durait trop longtemps, il y avait du bruit. Oui, mais ça peut être un peu, effectivement, oppressant, un peu. Oui. Mais dans une relation, peut-être au départ, en plus petit groupe à deux, ou est-ce que finalement avoir un ami ou une amie, ça serait pas important pour vous? Quelqu'un avec qui vous pourriez partager, échanger? Ça, c'est pas évident, parce que moi, dans mon tempérament, je ne pourrais pas partager quelque chose de très précis. Mais je suis pas. Mais justement, je pense le contraire. Je pense je pense que vous avez une personnalité très riche. Une vie intérieure très développée, un imaginaire très important. D'ailleurs, vous écrivez, vous dites les textes que vous avez montrés à certaines personnes. Les personnes sont touchées par vos textes, disent qu'elles ont l'impression d'y être. C'est parce que vous arrivez à... C'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui transparaît. Et c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous pensez que... Puis maintenant, l'âge venant, vous voyez, j'ai forgé mon esprit vraiment... dur comme de l'acier, on peut dire. Maintenant, il est très... je pense que... Alors, évidemment, avec l'âge, on est moins malléable. Ça, c'est vrai. Je vais pas c'est la vie d'un célibataire endurci. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire. On est moins malléable avec l'âge. Mais vous êtes tout sauf quelqu'un de dur et, vous voyez, on sent au contraire une extrême sensibilité. Alors là, vraiment, non, je n'ai pas du tout envie même de faire... Ce serait-il du mal à quelqu'un? Je n'en vois pas l'intérêt. Non. Mais c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il serait grand temps de vous occuper aussi de vous, de votre vie, de vous traiter avec autant de douceur, de bienveillance, de tendresse, de dévouement que vous vous êtes occupé de votre mère. Mais oui, mais c'est de vous maintenant dont il faut vous occuper. Même, voyez-vous, disons, pour moi, je suis beaucoup plus dur envers ma personne que je ne l'ai été par rapport à ma mère, parce que ma mère, au contraire, je lui ai tout donné. Même ma vie complète, ma jeunesse, je lui ai tout donné. Mais pour mon personnage moi-même, je suis très dur avec moi-même. Voilà, si vous voulez, c'est exactement la phrase qu'il faut dire. Je ne me fais pas de cadeaux. Oui, pas assez. Je ne me donne pas des chances de faire quelque chose. Pas assez. Vous faites, vous oubliez, vous faites passer les autres avant vous. Oui, voilà, exactement. L'intérêt déjà de savoir si quelqu'un va être content de ce que je vais lui offrir ou... Vous avez écouté... ça s'arrête là. Est-ce que vous avez écouté l'émission dimanche? Pardon? Vous avez écouté l'émission dimanche? Dimanche, non, pas particulièrement. Je devais être en train de... Je pense que j'ai dû être un certain temps avec un voisin qui m'avait parlé, justement, parce que nous avions des problèmes de copropriété. Bon. Et non, je n'ai pas entendu l'émission. Mais si vous avez l'occasion, peut-être, avec un voisin qui peut-être, je sais pas, peut vous podcaster l'émission, vous la faire écouter. Ah oui, non, vraiment pas, non. Vous n'avez pas Internet? Non, il n'y a personne que je connais. Mais peut-être qu'un voisin pourrait vous la faire écouter, parce que c'est une émission où on parlait justement de la dépendance affective, du fait des relations où on a tendance à s'oublier et à faire passer les besoins des autres avant les siens. Et je pense que c'est une émission qui pourrait vous aider. Ah oui, c'est sûr que... Mais là, je ne vois personne qui ait pu enregistrer... cette chose-là. Parce que, vous savez, je pense que c'est important pour vous. Alors, j'ai compris, vous habitiez plutôt dans la campagne.
Disons que oui, maintenant moins, beaucoup moins d'ailleurs, parce que si vous voulez, maintenant, ça s'est beaucoup estompé depuis le départ de ma mère. Ma vie a pris un sens complètement différent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, l'âge venant, bien sûr, on a moins aussi d'agilité. Je marche beaucoup moins que j'ai marché. Alors, ce qui fait que tout ça, ça entre quand même en ligne de compte pour avoir les mêmes activités qu'on a eues quand on était plus jeune. Mais est-ce que là où vous habitez, le tempérament a changé aussi. Il n'y a pas des ateliers d'écriture, il n'y a pas des... Oui, il y a des choses comme ça, mais vous voyez, c'est pareil, j'aime bien écrire tout seul, mais dans ma solitude. Oui, mais devant vous ma pouvez... page, tout seul, sans sentir de monde qui va être autour de moi. Oui, mais il peut y avoir dans des... Ça peut être... un conseil, c'est très spécial, ma vie, elle est très très particulière. Oui, mais si vous m'appelez ce soir, c'est peut-être aussi une ouverture un peu sur... vous écoutez l'émission, vous êtes à l'écoute donc d'autres parcours comme ça de vie, d'autres personnes. C'est une façon d'être relié un peu à d'autres personnes. Donc peut-être que à travers ce qui vous est votre façon de vous exprimer, l'écriture, vous pourriez établir un début de lien avec d'autres personnes qui, comme vous, ont peut-être certaines difficultés et sont plus à l'aise avec l'écrit qu'avec l'oral, quoique je trouve que vous êtes très très à l'aise avec l'oral. Mais si vous voulez, vous vous exprimez très bien, mais peut-être qui aiment comme ça l'écrit, qui aiment les mots, et avec qui vous pourriez commencer à partager certaines choses. Je ne vous dis pas de les faire rentrer dans votre intimité. Oui, mais c'est peut-être une façon de débloquer quelque chose et de commencer à donner un peu de sens à votre existence et à vous ouvrir un peu. Parce qu'il est important que vous vous occupiez de vous. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais vous lire quelques messages qui arrivent pour vous parce que il y a Véronique qui dit Jean-Claude est très touchant et dégage une grande sensibilité qui ne demande sans doute qu'à s'ouvrir. Il y a Maddy qui dit cet homme est une personne extravertie dans la peau d'un introverti. C'est intéressant. Il y a Sylvain qui trouve, il dit mais que cet homme s'exprime bien et comme il est touchant, je lui souhaite la paix intérieure. Il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens. C'est gentil de la part de toutes ces personnes qui ont su apprécier. Et puis il y a Ninon qui dit c'est une période de votre vie qui s'achève, une autre qui commence, mais la lucidité que vous avez sur vous-même vous donnera l'envie et les moyens de construire cette nouvelle vie. Il est important. Il est important ce que vous faites au sein de la SPA, ce que vous faites. C'est une façon, je vous dis pas de tout d'un coup les faire rentrer dans votre intimité, je dis pas que vous allez aller tout d'un coup vous faire des dîners, des grandes bouffes comme ça. Non. Mais petit à petit de rencontrer comme ça une personne avec qui vous pourriez avoir peut-être une sensibilité en commun, un échange, peut-être aller faire une promenade ensemble, voyez. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. J'ai toujours ma vie en moi, si vous voulez, toute seule. Mais mais votre vie, elle est très riche. J'aime bien être dans mes pensées, par exemple. Vous voyez, ne pas partager des idées avec une personne qui sera à côté de moi, qui va dire ceci et cela, etc. Poser des questions, partager des... Non, je me retrouve mal. Et quand on parle ensemble, il y a Jean-Paul qui pose une question, qui dit, est-ce que quand on parle ensemble, qu'est-ce que vous ressentez là, à parler de votre vie ? Qu'est-ce que vous avez ressenti là ? Disons, je ressens tout simplement le plaisir de pouvoir l'avoir exposé à une personne. Oui. Mais si vous voulez, ça s'arrête là, quoi. Oui, c'était là que je ne vais pas rentrer dans votre vie, vous ne vous sentez pas envahi. Ah non, pas du tout. Voilà. Vous pouvez vous raccrocher, vous reprenez le cours de votre vie. Oui. C'est ça, vous avez très peur d'être envahi. Ah oui, absolument. Vous avez à la fois dans moi. D'ailleurs, je n'aime pas, si vous voulez, recevoir des gens. Je n'ai jamais personne qui vient me voir à domicile. Oui. Et dans ma vie, je suis vraiment dans le centre exactement de tout, parce que je vis dans mes souvenirs, dans le présent, dans ce que je vais faire. Oui, etc. mais ça n'empêche pas que de temps en temps, vous pouvez avoir comme ça des petites rencontres avec l'autre, comme on l'a fait ce soir, des échanges qui peuvent vous donner de la joie.
Voyez, des moments de joie. Voilà. Ne vous en privez pas. Des moments de plaisir peut-être avant la Par joie. maman, vous voyez, je m'enregistre tout seul. Ben voilà. Alors Et un plutôt que de vous magnétophone à enregistrer cassette, tout seul, c'est parlez rien, mais... avec quelqu'un. Mais ça veut dire qu'on a besoin d'échanger. C'est essentiel d'être relié à quelqu'un. Voyez, vous irez mieux aussi comme ça, Jean-Claude. Bah, En tout écoutez, cas, moi je vous j'ai eu remercie aussi beaucoup de Caroline. plaisir à parler avec vous. Donc n'hésitez pas à me rappeler si Je vous le vous souhaitez. remercie beaucoup et tout ce que vous faites pour tous les gens, que c'est très magnifique. C'est quelque chose de très beau. Et Merci, merci beaucoup. vous aidez beaucoup la société à retrouver une petite lueur d'espoir par moment parce que c'est pas toujours facile. Merci Jean-Claude, merci beaucoup. Au Merci revoir. Caroline. Au revoir. Au revoir. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos appels au 39 21. Vous pouvez nous parler de vous en toute liberté et sans tabou. Vous avez été très nombreux à réagir au témoignage de Jean-Claude par téléphone pour dire que vous aviez trouvé sa façon de parler extrêmement claire, émouvante et beaucoup aussi de réactions par SMS et par mail. Alors il y a Jean-Pierre de Marseille qui dit: ce monsieur très émouvant devrait voir ou revoir le film avec Robert Redford intitulé Jeremiah Johnson. Il se retrouverait ainsi moins seul. Et puis il y a Alex qui dit vraiment c'était un témoignage magnifique. Il y a également Sergio qui dit très touchant, Jean-Claude, on a envie de l'avoir pour pote. Voilà. Il y a Catherine aussi qui dit: moi je suis célibataire endurcie, je suis à la retraite, j'adore les animaux et la nature, tout comme Jean-Claude, et je serais vraiment heureuse d'échanger avec lui. Donc on va transmettre vos coordonnées, c'est fait d'ailleurs, Paul l'a appelé. Il y a Eridan qui dit: allez, suivez ce refrain d'Étienne Dao quand il dit que demain est le premier jour du reste de votre vie. Et il dit: vous avez tellement de lucidité que c'est déjà le début d'amorce d'un changement. Et puis beaucoup d'autres comme ça d'entre vous qui ont appelé pour prendre contact, donc nous lui avons transmis vos coordonnées. Des messages aussi qui arrivent pour India, donc qui nous parlait du traumatisme qu'elle avait subi après ce qui s'était passé avec un huissier de justice. Et bon, elle a été condamnée. Notamment, il y a eu un prélèvement ADN de fait. Elle avait donné une gifle à cet huissier de justice. Alors, des réactions. Diana dit: je suis avocat. Je vous ai déjà appelé une fois. Cette procédure de prélèvement ADN est tout à fait légale puisqu'elle a été condamnée pour violence volontaire aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique ou assermentée. Ce prélèvement ADN est donc la loi, c'est choquant mais légal, dit Diana. C'est ce que dit Guillaume aussi, prélèvement ADN est possible pour toute personne pouvant être condamnée, et là c'est rien à faire, c'est légal. Le Canard enchaîné en parlait. Alors il y a quand même des personnes qui disent, notamment une personne qui se disait avocat qui a appelé le 3921, bon nous on peut pas vérifier, mais et aussi Michel qui est gendarme, qui disait que toute personne condamné en justice est fiché, quelle que soit la condamnation, mais dans la mesure où le test a été fait après la condamnation, avant la décision de la cour d'appel, à ce niveau-là, si la décision n'est pas confirmée en appel, le prélèvement n'est plus légal. Donc c'est peut-être là où il y a quelque chose à faire. Et puis Sardaigne aussi a appelé en disant qu'il y a le médiateur de la République qui possède un délégué dans chaque département auprès duquel les citoyens en difficulté avec diverses administrations peuvent soumettre leurs demandes via un courrier. Cette autorité indépendante peut demander des comptes aux administrations quant à d'éventuelles décisions prises au détriment de la personne. Le problème, c'est que là, ça a été jugé. C'est un jugement en justice, donc c'est plus au niveau de l'appel. Mais enfin, merci de parler du médiateur de la République parce que on sait qu'on peut effectivement y avoir recours. Allez, on passe un petit peu de musique et après nous accueillerons Tania. Francis Cabrel, comme une femme.
Bonsoir Tania. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc voilà, je suis Tania, j'ai 24 ans. Oui. Et je suis mariée depuis 1 an avec mon mari qui en a 39, donc 15 de plus. Oui. On est ensemble depuis 4 ans et il a eu d'une relation précédente 2 enfants de 15 et 17 ans et demi qui vivent avec nous, un garçon et une fille, et donc avec qui j'ai eu beaucoup de conflits. Donc il faut savoir aussi que je me suis très vite installée avec mon mari chez lui. Et c'était à la période où mon père était très malade. Et il est décédé 2 mois après notre rencontre. Et donc je me suis accrochée à mon mari et à cette famille. Et aujourd'hui, j'éprouve encore beaucoup de difficultés. Donc c'est un petit peu perdu. Oui. Et oui. Quelles difficultés rencontrez-vous ? Eh bien, j'ai des difficultés de différents niveaux. D'abord avec les enfants. J'ai eu beaucoup de conflits avec la fille, la grande, qui m'a beaucoup volé. Elle a quel âge ? Elle a 17 ans ? Elle a 17 ans et demi, oui. Oui, bon, vous là, avez peu d'écart finalement. 6 ans, voilà. Et oui, c'est pas simple. Donc, j'avais une relation d'amis, de belle-mère, d'ennemis, mais aussi il y a une sorte de, de compétition avec son père, parce qu'elle présente vraiment, et c'est flagrant, le complexe d'Édipe avec son père aussi. Donc c'est vraiment compliqué. Là, depuis quelques semaines, elle est entrée en faculté. Elle a une chambre là-bas, donc ça va un peu mieux. J'arrive un peu à souffler parce qu'il y avait aussi beaucoup de problèmes, parce qu'elle volait beaucoup de mes affaires, du maquillage, des accessoires, beaucoup. Et donc voilà, et aussi avec mon mari, donc lui, il est très laxiste, trop laxiste avec eux. Et moi, je suis issue d'une famille où on a eu une éducation stricte. Donc c'est vraiment compliqué. Oui, en même temps, c'est pas vous qui pouvez faire leur éducation maintenant. Non. Hein. C'est pas comme si vous aviez de très jeunes enfants dont vous auriez à vous occuper. Bon, ce sont quand même des adolescents de 17 et 15 ans. Vous êtes la nouvelle épouse de leur père, mais si vous voulez, vous n'êtes pas leur mère. Vous êtes donc c'est pas vous qui êtes chargée de leur éducation, et déjà que c'est compliqué avec eux, si en plus vous voulez vous mêler de faire leur éducation, ça va pas arranger les choses, à mon avis. Justement, comment ça se passe avec leur mère ? Est-ce que vous n'en parlez pas ? Pas du tout, ils ne la voient plus du tout. Ah, pour quelle raison ? Parce que la fille, c'est la grande qui s'est rendue compte par une conversation sur un site de dialogue en direct que sa mère avait une relation avec son cousin de son pays d'origine. Et elle a montré à son père, et c'est là que ils se sont séparés, quoi. Et quand elle est partie, elle a pris l'argent sur les comptes des enfants que leur père avait placé pour eux, et d'autres affaires, des jeux, des consoles, et elle est partie avec. Et depuis, ils ne veulent plus rien savoir d'elle. Et pourtant, elle habite à 2 kilomètres de chez nous. C'est dommage, ça. Oui. C'est dommage parce que ça... finalement, c'est le fait d'avoir découvert la liaison de sa mère qui a provoqué la séparation du couple. Voilà, oui. Comment votre mari parle de leur mère ? Est-ce qu'elle est évoquée parfois ? Lorsqu'il en parle, c'est plutôt négatif. Parce que... Il devrait éviter, hein. Je sais bien, je lui ai dit, j'en ai parlé. Oui. Même moi, au début... Parce que ça va peser. Vous héritez de tout ça. Vous voyez, vous héritez de ce passif. Plus et c'est le mien. Plus le mien, en plus de mon propre passé qui s'ajoute à ça. Oui, que voulez-vous dire ? Quand j'ai rencontré mon mari, donc je vous ai dit que j'ai très vite emménagé avec lui, et c'était la période où mon père était malade. C'était une période douloureuse. Et j'ai eu une relation très difficile avec mon père durant mon adolescence. Je ne l'ai pas vu pendant quelques années, et parce que j'ai eu une adolescence très difficile, par un manque d'affection de mon père, justement. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, j'entendais beaucoup le mot papa. Donc, et ça réveille en moi beaucoup de souffrance. Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours choisi inconsciemment un homme, lui, un autre, plus âgé que moi. Donc, je pense que la relation que j'ai avec mon mari est en rapport avec celle que j'ai eue avec mon père.
Oui. Oui, vous parlez de cette jeune fille là, de 17 ans qui est dans une relation très oedipienne avec son père, mais finalement, vous aussi, d'une certaine façon. Peut-être, mais je sais pas, peut-être. C'est-à-dire que vous nous dites que chez cet homme, vous trouvez un peu de ce qui vous a manqué. Vous voulez, il évoque comme ça, et c'est un père aussi que vous avez rencontré. C'est un homme plus âgé et c'est un père. Oui. Il est père. Alors c'est compliqué parce que c'est vrai que vous pouvez pas en même temps être en compétition avec sa fille, et ça peut être parfois accentué par le fait qu'il y a peu de différence d'âge entre vous. Finalement, il n'y a pas une génération, en tout cas. Vous voyez ? Donc, cette différence cette compétition peut être un peu accentuée par le peu de différence d'âge, et d'autant plus que cette jeune fille, elle est certainement dans une certaine souffrance parce que il doit y avoir une culpabilité chez elle, même si elle n'est pas formulée, parce que même si elle a réagi sous le coup de... Elle était jeune, elle avait donc 13 ans à ce moment-là. 13 ans, bon. Donc, où elle découvre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû découvrir déjà, en fouillant comme ça. Où là, elle va dire à son père que sa mère a une liaison. Bon. Avec un cousin, donc quelqu'un de la famille, bon, et ça a fait exploser le couple. Elle n'imaginait certainement pas, ou en tout cas, si elle l'imaginait dans la réalité, l'a quand même rattrapé, que ses parents allaient se séparer. C'est pas facile à gérer si elle se vit comme responsable. Ouais, je sais voyez. Bien. Donc forcément, votre relation avec elle est entachée de ça. Parce que finalement, vous êtes celle qui remplace, entre guillemets, sa mère, même si aucun être humain ne peut en remplacer un autre. Mais vous êtes là en lieu et place. Donc c'est compliqué. Et c'est pour ça que si vous voulez votre mari, ça serait important que, puisque lui, aujourd'hui, est heureux avec vous, qu'il ne jette pas de l'huile sur le feu, qu'il ne continue pas à alimenter ce feu, et qu'il ne dise pas de mal de leur mère. Oui, mais maintenant, il ne le fait plus, il n'en parle plus. Oui, ça serait important si vous pouviez lui dire. La fille, oui, bien sûr, je lui ai dit à plusieurs reprises, mais la fille m'a déjà dit plusieurs fois aussi que sa mère n'était pas quelqu'un d'affectueux du tout. Elle n'avait faisait jamais de câlins depuis leur tendre enfance. Oui. Le garçon et la fille, jamais. Et comment vous réagissez, vous, quand elle vous parle de sa mère? Qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez? Bien sûr, oui, je l'écoute beaucoup. Que ce soit au niveau de sa mère ou de ses copines ou de ses copains. Mais au niveau de sa mère, je lui ai toujours dit que quoi qu'il arrive, ça restera toujours sa mère et que voilà. Oui. Et au niveau de sa mère, elle m'a toujours dit qu'elle était bien contente en fait finalement de ça parce qu'elle ne l'aimait pas et elle n'a jamais aimé, mais parce qu'elle l'a beaucoup fait souffrir de diverses manières. Oui, mais certainement elle était contente qu'elle ait dit ça exprès à son père pour mais certainement qu'à ce moment-là il y a un peu, c'est pas anodin qu'elle ait tout de suite été en parler à son père. Il y avait certainement une façon de régler des comptes avec sa mère. Pour autant, la sanction est lourde. Oui. Et c'est quand même pas simple pour un enfant de se dire, même s'il n'est pas à lui seul responsable, elle n'est pas à elle seule responsable. C'est certainement qu'il y avait aussi des choses qui n'allaient plus dans ce couple. De toute façon, pour que la mère ait une liaison, vous voyez, l'enfant n'est pas responsable de la séparation du couple. Parce que quand bien même elle aurait annoncé ça, le couple aurait pu surmonter la crise d'une liaison extra-conjugale. Ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est que ce couple ne s'entendait plus. Il y avait d'autres problèmes. Mais je vous rejoins sur le fait qu'elle ait pu vouloir régler des comptes avec sa mère. Pour autant, quand elle vous dit « je suis bien contente », de toute façon je l'aimais pas, attention, c'est certainement plus complexe que ça. Elle est adolescente, elle est en conflit, mais il faut pas jeter de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'il faut plutôt, je dirais, être dans l'avocat de la défense. Ça veut pas dire que vous n'entendez pas ce qu'elle a à dire de sa mère, que vous n'entendez pas sa souffrance, mais un peu parfois dédramatiser en disant, tu sais, ta mère, c'est pas parce qu'elle manifestait pas son amour qu'elle ne t'aimait pas. Voilà, un peu, calmer le jeu. Elle ne vous en sera
que reconnaissante plus tard. Même si après elle a une relation difficile avec sa mère et qui reste difficile, elle ne vous en sera que reconnaissante de ne pas avoir attisé le conflit. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, mais seulement moi je me dis aujourd'hui, pourquoi me suis-je mise dans cette situation, quoi. C'est-à-dire dans quelle situation? De rencontrer un homme qui n'avait pas d'enfant et construire ma vie comme ça, parce que bon, c'est compliqué. Mais ça certainement, mais c'est cet homme-là que j'aime, que vous aimez, et comme vous dites, ça a aussi un sens pour vous, cet homme-là, le fait qu'il ait été plus âgé que vous, il y avait quelque chose de rassurant. Alors après, bon, oui, vous avez découvert qu'il avait des enfants, et oui, c'est compliqué, le statut de belle-mère est compliqué. Et que là, en plus, vous avez, ce sont des enfants adolescents et qui actuellement sont en rupture de relation avec leur mère. Donc, ça vous facilite pas les choses. Mais on peut penser, si vous voulez, qu'avec le temps, les choses peuvent iront en s'arrangeant. Surtout, et c'est pas étonnant que vous soyez plus en difficulté avec la fille, parce que comme vous avez dit, vous avez été amis, ennemis, en compétition. Enfin, il y a eu tout, quoi. C'est-à-dire il y a eu certainement un jeu de séduction entre vous deux. Essayez, vous aviez envie que ça se passe bien. Elle, par moment, elle devait... c'est pas un hasard aussi qu'elle vous prenne vos vêtements, votre maquillage. C'est aussi vouloir être un peu comme vous. Oui. Il y avait, elle a besoin aussi, c'est un âge où on a besoin un peu de modèle. Or, finalement, c'est être proche de vous. Finalement. Alors vous trouviez trop parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas être sa copine puisque vous êtes la femme de son père. C'est compliqué, votre place. Mais je pense que j'ai fait l'erreur là d'être aussi un peu sa copine, parce qu'elle m'a confié énormément de choses. Mais elle peut vous confier des choses. C'est pas grave qu'elle vous ait confié des choses. Ça veut dire qu'il y a une relation, elle a besoin, elle a certainement besoin de cela. Elle se sentait bien à ce moment-là avec vous. Simplement, c'est après dans vos réactions, vous êtes obligé de garder une distance. C'est un peu compliqué, comme si elle parlait à ça serait pas la copine, presque, j'ai envie de dire une grande sœur. Voyez, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà de l'expérience par rapport à elle, forcément, puisque vous n'êtes pas une copine, vous êtes la femme de son père. Donc ça vous positionne différemment. Lorsqu'on discute, je me perds un petit peu. Des fois, j'ai vraiment l'impression d'être sa copine. Parce que quand elle était au lycée, elle rentrait tous les jours et elle me racontait sa journée, je racontais la mienne, et on était vraiment comme des copines. On s'adore et on se déteste. Oui, c'est justement, vous êtes peut-être dans quelque chose de... Vous n'arrivez pas à trouver, la bonne distance avec elle. Et vous ne pouvez pas être véritablement des copines, parce qu'une copine, il y aurait véritablement une réciprocité. C'est-à-dire que elle pourrait vous confier, par exemple, au-delà de la journée, je ne sais pas, dans quelque chose de confidence autour de sa vie sentimentale, que vous ne pourriez pas. Oui. Parce que ces confidences touchent la personne de son père. Donc, à une copine, vous pourriez en parler. Vous pourriez parler de votre mari, parce que vos copines, elles ne seraient pas touchées affectivement. C'est votre mari, c'est pas leur père. Alors que si vous confiez quelque chose de votre vie sentimentale à votre belle-fille, à cette jeune fille là de 17 ans, pour elle, ça serait, elle n'a pas à savoir ce qui se passe entre vous et son père. Elle m'a déjà dit plusieurs fois qu'elle aimait bien, parce que mon mari paraît plus jeune que son âge, il va avoir 40 ans. Elle m'a dit à plusieurs reprises qu'elle aime bien lorsqu'elle met des talents et qu'on pense qu'elle est sa copine. Vous voyez, plusieurs choses. Bon, ça, c'est pas le plus important. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Bon, elle est fière d'avoir un père comme ça qui fait plus jeune, mais voilà, elle a ce côté un petit peu, elle est un petit peu en compétition avec vous, voyez, quand elle vous dit ça aussi, là. Moi, j'arrive pas à c'est un petit peu une façon, là, vous ne pouvez qu'en sourire et vous ne relevez pas trop, parce qu'il y a une petite pointe, voyez, là, de compétition. Quand elle vous dit, je suis fière qu'on pense que je suis sa copine, il se trouve que c'est avec vous qu'il est, que vous êtes sa femme.
et qu'elle est sa fille. Alors vous pouvez lui dire, bah oui, mais enfin il se trouve que dire c'est peau d'âne, hein, on ne se marie pas avec son papa. Oui. Vous pouvez lui dire alors, tu vas pas regarder peau d'âne? Oui, mais vous pouvez lui dire gentiment, en souriant, enfin, c'est... Oui. Hein? Et puis, il y a autre chose aussi, j'ai écouté votre émission attentivement de dimanche sur la dépendance affective. Et je pense que je dois en souffrir également de dépendance affective pathologique, on va dire, avec mon mari. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin qu'il m'exprime ses sentiments, mais c'est beaucoup, hein. Enfin, vraiment, je lui demande beaucoup, et il est présent et il me le montre, quoi. Et parfois, j'ai aussi besoin qu'il me prouve qu'il m'aime autant, voire plus que ses enfants. Et ça, je ne peux pas lui demander, je sais. C'est compliqué, j'arrive pas. Ah oui, non, ça c'est... Oui, je sais, oui. Mais c'est... Alors peut-être que là, si vous avez pris conscience en écoutant cette émission que vous étiez dans une certaine dépendance, ça vaudrait la peine quand même de faire un peu un travail sur vous, d'aller en parler, d'avoir quelques séances de thérapie. Oui. Hein. Oui, parce que si vous voulez, ça risque de compliquer ça peut être lié, si vous voulez, au décès de votre père, à ce qui s'est joué à ce moment-là. C'est-à-dire, vous dites que vous vous êtes accroché à votre enfance, à ce père qui déjà était absent, qui vous a manqué déjà de son vivant. Donc en plus, vous pouviez espérer effectivement que les relations s'arrangeraient entre vous. Malheureusement, il n'est plus là. Quand même, avant alors tant mieux, c'est important ça pour vous. Ouais. Mais au moment finalement ça s'est arrangé et vous le perdez là réellement. Ouais. Hein. Donc bon, évidemment là. On comprend en même temps, hein, ça paraît légitime que votre mari vous demandiez à ce moment-là beaucoup de soutien de sa part, mais quand vous dites que vous aimeriez presque être aimé de sa part comme autant qu'il aime ses enfants, vous voyez, là il y a des choses quand même à travailler, parce que heureusement qu'il ne vous aime pas comme ses enfants, parce que ses enfants les aiment chastement. Et je sais, ils me disent toujours c'est différent. C'est pas le même amour, hein, oui. C'est-à-dire que l'amour qu'on a pour ses enfants, c'est un amour qui est inconditionnel, et c'est peut-être dans ce sens-là, c'est cet amour-là que vous recherchez, l'amour inconditionnel, oui, d'un parent pour ses enfants, quoi qu'il fasse, bon, et un amour chaste, évidemment, l'amour d'un homme et d'une femme pour une femme, l'amour d'une femme pour un homme, il n'est pas inconditionnel, c'est vrai. C'est-à-dire que ça peut s'arrêter. Hein, c'est-à-dire qu'il est mais il est basé sur d'autres valeurs importantes. Et puis il y a la sexualité qui entre en jeu. Donc, si vous voulez, ça doit compliquer les relations, et certainement les relations aussi avec sa fille, qui elle-même peut être en difficulté pour d'autres raisons. Donc, je pense que ça vous aiderait à vous sentir mieux, vous à vous apaiser déjà. Et puis certainement à vous positionner différemment au sein de cette famille. Donc vous n'y trouveriez que des avantages. Oui, c'est ce que je vais faire. Hein? C'est pour ça que parce que là ça va faire 4 ans dans quelques jours que j'ai perdu mon père, et à cette période de l'année, je me sens toujours très mal. Oui, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous appeler pour commencer vous avez bien fait. À en parler. Allez vraiment en parler à un psychothérapeute. Très bien. Voilà. Oui. Je vous remercie. Merci. Merci de votre confiance, Tania. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Il y a un message qui arrive pour Tania qui dit: vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter l'éducation des enfants, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre rôle à jouer, un rôle unique et utile
pas en concurrence, mais plutôt un repère adulte, féminin, une présence rassurante. Et pour cela, c'est vrai que Tania a certainement besoin d'un peu d'aide pour que ce soit vraiment une présence adulte, où là, par moment, elle nous confiait qu'elle se sentait un peu enfant elle-même, par rapport à son mari, un peu petite fille qui attend un amour inconditionnel. Et puis, merci à Gabriella qui a envoyé un petit mail en disant, qui revenait sur le témoignage de Jean-Claude. Elle dit, à mon sens, c'est quelqu'un de très riche intérieurement. S'il le souhaite, je peux lui adresser l'enregistrement de dimanche sur la dépendance, sans frais bien sûr. Il n'est jamais trop tard pour suivre un autre chemin. Voilà, si Jean-Claude le souhaite, on pourra transmettre. On va se mettre en contact avec lui. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil très amical à Vincent, qui a 21 ans, qui est musicien, pianiste, exactement, et qui a découvert l'émission apparemment depuis peu, qui trouve que 2 heures c'est trop court, 2 heures, il me dit-il, perdu comme ça au milieu de la nuit. Écoutez, Vincent, quand vous le souhaitez, n'hésitez pas à intervenir sur un témoignage qui vous touche par SMS ou par mail, comme vous l'avez fait. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. 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 Moi, je suis un senior, comme on dit. Alors, à partir de quel âge est-on senior ? Je crois à partir de 45 dans le monde professionnel. Oui, c'est ça. Oui, je crois. Non, je crois, hein, c'est ça ? Je crois. Oui. Oui. Actuellement, j'ai travaillé dans le médical. J'ai fait une reconversion comme aide-cuisinier. Ah oui, d'accord. Oui, vous avez fait un changement complet, là. Hein ? Oui, complet. J'ai fait un aide-cuisinier. Oui. Et j'ai fait une formation. Et puis, il y avait les forums pour l'emploi. Oui. Je me suis rendu à sport d'hiver pour chercher du travail hors saisonnier. Mmh. Et dans tout ça, il y a une personne qui vient avec une caméra, qui vient vers moi. Et puis il me sort, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là avec tous ces jeunes ? Je dis, écoutez, je cherche du travail. Je lui dis, excusez-moi, mais et puis il me demande, mais vous avez quel âge ? Je dis, j'ai 56 ans. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je cherche du travail. Mais je dis, mais excusez-moi, monsieur, mais moi dans ma tête, je suis jeune, encore. Je suis très jeune. Je dis, et vous, comment vous êtes ? C'est pas pour ça qu'on est jeune, qu'on a un esprit jeune. Ça veut rien dire. Oui. C'est vrai. Et après, Et alors, lui, il était interloqué de vous voir comme ça au milieu de jeunes. Oui, parce que il me voyait que je donnais mes CV, j'étais motivé, mes CV, mes lettres, tout, je discutais, tout. Et j'ai dit, excusez-moi, j'ai pas l'âge pour la retraite. Mais il voulait faire un reportage, du coup, sur vous ? Ça l'intéressait, votre démarche ? Il trouvait ça... Oui, il trouvait que, je fais pas vieux de visage, je fais jeune. Oui, mais par rapport aux jeunes gens qui étaient là, évidemment, on voyait que vous étiez plus âgé qu'eux. Bien sûr, par rapport à des jeunes de 20 ans, on ne peut pas faire 20 ans, oui. Non, on ne peut pas faire 20 ans. Il était surpris. Il m'a posé des questions par rapport à pourquoi je voulais faire ça. Je lui ai dit, j'ai pas l'âge de ma retraite. J'ai encore 4 ans à travailler. Et puis, je dois, jusqu'à 60 ans, travailler. Et j'ai fait des efforts, j'ai fait des frais. Puis en même temps, j'ai pris avec moi dans ma voiture mes 2 souris, bouton et pression avec moi. Vous avez 2 souris ? Oui, il s'appelle bouton et pression. J'ai pas voulu les laisser chez moi, mais j'avais peur, ils avaient froid. Et puis je les ai mis à la voiture. Remarquez, ça tient pas de place, hein ? J'ai mis bouton et pression. J'avais jamais entendu encore ces noms-là pour des souris. C'est un mâle et une femelle ?
Je sais pas. Hein. Moi, les mettez pas ensemble, hein, parce que vous allez vite vous en rendre compte. Non, c'est 2 femelles. Ah bon, d'accord, oui, parce que sinon, bon, ça se reproduit très vite des souris. Hein. Non, j'ai pris mes souris avec moi. Ils étaient dans le coffre. J'ai dit, je vais les mettre devant, comme ça, ils vont me tenir compagnie. Là, je vais. Et alors, elles vous ont fait un peu la discute, vous avez tapé la discute avec bouton et pression pendant le voyage? Oui, bouton et pression. Et à un moment, j'ai dormi à l'hôtel, j'ai dit, est-ce que je peux venir avec bouton et pression, est-ce que je peux dormir avec bouton et pression à l'hôtel? Il me dit, si vous avez des souris. Mais ils les ont pas acceptés? On accepte. Ouais. Est-ce qu'ils vous ont fait payer un supplément? 2 €, c'est tout. 1 € la souris? 2 € en tout. Oui, c'est ça, 1 € la souris, donc. Oui. Je suis pas bonne en calcul, mais et vous leur avez dit, c'était sympa de votre part, parce que vous auriez pu les dissimuler. Non, mais moi, c'était marqué animaux, c'était marqué animaux tolérés. Vous les avez amenés au restaurant? Oh non, quand même pas. Hein. Écoute, les femmes murées sur la table, là. Non, mais je veux dire que bon, j'ai fait beaucoup de démarches au niveau de mon travail, un peu partout. J'ai publié des articles sur le journal comme quoi je cherchais du travail, et je trouve que je suis senior, c'est pas évident de trouver du travail. Et comme auxiliaire de vie, je suis le premier homme à faire ça en 1990. J'étais le premier homme à faire ça à l'époque. Oui. Et oui. Oui. Là, vous pouvez pas les amener au boulot, vos 2 souris. Ah non. Oh, pourtant, ça amuserait certaines de vos patients, j'imagine. Peut-être pas tous. Non, parce que pourquoi je les ai appelés bouton et pression? Parce que j'ai pensé à Rocky, hein, c'est pour ça. Parce que Rocky, il parle de ces deux tortues. Rocky Stallone? Oui. Il a des tortues? Non, mais quand il a fait un film Rocky 1 et Rocky 2. Oui. Et puis il y avait des tortues. Ah bon? Il appelait bouton et pression. Je dis, tiens, je vais apprendre mes souris, bouton et pression. Et dans le reportage, vous lui en avez parlé aux journalistes de vos souris? Elles font partie du reportage? Ah oui, j'ai été surpris de tout ça. Et puis au niveau du reportage, c'est bien passé. Et puis il me dit bon courage. J'ai eu beaucoup de contacts. Oui. Beaucoup de contacts, mais il m'a dit, vous voyez pas, votre âge, c'est dur, c'est un métier dur. J'ai écouté, j'ai pas le choix, faut que je travaille. Mais là, dans la cuisine, souvent, c'est dans la restauration, il y a plein de postes qui sont vacants. C'est ce qu'on entend dire en tout cas. Vous n'arrivez pas à trouver? Non, entre tout ce qu'ils disent et c'est 2 choses différentes. Vous êtes dans quelle région? Vers Lyon, à peu près. Non, parce que sinon, vous pourriez en profiter. Là, vous êtes à l'antenne pour passer une annonce. C'est-à-dire que vous cherchez un poste de quoi? De cuisinier? Aide cuisinier. Hein. Aide cuisinier. Oui, aide cuisinier, oui. Je veux dire, quand j'ai fait ma formation, au niveau présentation, sur 20, j'ai eu 17,50 sur 20. Alors Et alors, aide cuisinier, vous êtes à côté de Lyon? Je veux dire à 90 km de Lyon, à peu près. D'accord, mais éventuellement, oui, alors donc Lyon, c'est trop loin pour vous. Oui, moi je peux me déplacer. J'ai une voiture, j'ai une moto. D'accord, oui. Je peux me déplacer. Et c'est promis, si vous trouvez un job, vous n'amènerez pas bouton et pression en cuisine. Ah non. Vous les laissez à la maison tranquillement, elles attendent papa. Ils vont faire un michoui avec, hein. C'est pas la peine. Un michoui, on n'ira pas loin, hein. Non. Non, parce que quand même, il faut. Je m'inquiète pour l'avenir de Bouton et Pression, donc il faut que leur papa trouve un métier, hein. Oui. Hein
Bon, écoutez, l'annonce est passée, Dominique. Et alors, dans la région lyonnaise, comme ça, si vous avez besoin d'un aide cuisinier. Mâcon, Roanne, Lyon. Je veux dire, je suis, disponible au niveau trajet, tout ça. Oui, c'est ça. Bon. Bon, là, j'ai parti dans les sports d'hiver nourris-logés. Oui. Pour essayer de trouver 6 mois ou 5 mois. Oui, c'est ça, avec, en tant que saisonnier. Oui. Et puis on m'a dit, oui, mais vous voyez pas, vous allez tomber avec des jeunes, ils font la fête. J'ai dit, écoutez, moi je danse, je danse, tout ça. Quand il faut dormir, je dors. Oui. Bon, écoutez, l'appel est lancé, hein, Dominique, et si on a des propositions pour vous, on ne manquera pas de vous rappeler. Oui, parce que bon. D'accord. Donc on vous souhaite bonne chance pour la suite et puis une belle caresse à bouton et pression là. Ah oui, surtout un bouton pression. Allez, je vous embrasse, Dominique. Allez, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Europe 1. Et je vous assure que c'est pas un témoignage farfelu, hein, parce que si vous êtes restaurateur, Dominique cherche vraiment du boulot. Non, parce qu'il a l'air d'être un joyeux de riz comme ça, un peu fantaisiste et tout. C'est bien, quelqu'un qui a de l'humour. Donc il cherche vraiment du boulot dans la région comme ça de Lyon, Mâcon. N'hésitez pas à nous appeler au 39 21. Et évidemment, on fera suivre à Dominique. Bonsoir Rémi. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, je vous appelle, mon histoire un peu moins marrante que la précédente, évidemment. Mais bon, il faut un peu de tout dans la vie. C'est ce que dit Brigitte, le témoignage en devenait poétique, hein, c'est vrai. Pas une pointe d'humour, je crois qu'on va plus très loin. Ça fait du bien, oui, je m'attendais pas du tout aux souris déjà et puis au nom qui leur avait été donné. Comme quoi, tout peut arriver. Dans l'émission, oui. Bon, ça donne un peu de piment. Oui. Bon, moi, mon problème est je ne sais plus comment faire par rapport à ma fille. Oui. Que bon, je vais résumer, comme l'émission va bientôt se terminer. Oui. Disons, je l'ai élevée depuis l'âge de 4 ans. Elle a 28 ans maintenant. Et de surcroît, je l'ai gardée chez moi avec son copain pendant 4 ans. Oui. Bon, le problème, moi, je trouvais ça normal. Et le jour où ils sont pris leur envol, elle m'a complètement ignoré. Bon, j'ai à peu près compris que du fait qu'elle n'a pas eu vraiment de vie de famille, comme elle voyait plus sa mère. Pour quelle raison ? Disons, c'est un peu compliqué du fait qu'on est divorcés, elle avait 2 ans. Oui. Et à ce moment-là, sa mère avait des problèmes de drogue, donc moi j'ai tout fait pour la récupérer. Et bon, moi je pense avoir fait ce que j'avais à faire. Oui. Oui, si sa mère n'était pas en mesure de pouvoir s'en occuper. Voilà, bien que ce soit très compliqué au niveau de la justice, parce que même à l'époque, on m'a dit vaut mieux une mauvaise mère que pas de mère du tout. Bon, enfin bref. Ça voulait pas dire forcément qu'elle ait plus du tout de lien. Elle a plus du tout de lien avec elle. Non, je devais me battre justement pour la récupérer. Oui, non, mais que vous en ayez la garde au quotidien, mais est-ce que pour autant, elle n'a plus vu du tout sa mère ? Après, elle voulait plus y aller. Oui. Parce qu'il se passait des choses, c'est un peu trop... D'accord. Sinon, on en a pour 1 heure. D'accord, oui, je comprends. Le problème qui se pose actuellement, c'est que, ma sœur est décédée il y a 4 ans. Oui. Elle s'est prise la vie. Ma mère est décédée il y a 1 an. Oui. Donc, j'ai plus de famille. Elle m'ignore complètement. J'ai eu un accident. J'avais un problème au genou, le pied cassé. J'ai poser la question de venir au moins 1 fois par semaine pour faire les grosses courses. Elle me dit tu travailles plus, il y a des taxis, il y a des bus. Alors, comment réagir par rapport à sa manière d'être, quoi ? Bon, je pense avoir compris que depuis qu'elle est avec ce copain, elle a été complètement manipulée par la belle famille. Parce qu'elle a enfin trouvé une femme qu'elle n'a pas eue dans sa vie. Oui. Parce que je reconnais que moi, j'ai pu vraiment... Vous n'avez jamais après de nouvel amour, de femme dans votre vie ? Mais c'était plusieurs aventures, je dirais. Oui, rien de stable, je veux dire. Non. Et j'arrive pas à discuter. J'ai dit, mais on va une fois se rencontrer, discuter. Pourquoi tu m'en veux vraiment ? Mais vous pensez qu'elle vous en veut ? Pourquoi elle réagit comme ça ?
Là, mais elle est en lien avec vous, c'est-à-dire qu'elle... Ah non, c'est juste un SMS de temps en temps. Ah ben c'est bien, t'es encore en vie. Ça fait plaisir, vous voyez. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à Noël l'an passé, et puis en plus elle a une petite fille adorable, et je la vois pas, je l'ai vue qu'une fois. Et elle va avoir 1 an et demi, je l'ai vue une fois à Noël l'an dernier. Et quand votre mère et votre sœur sont décédées, donc sa grand-mère et sa tante, elle a réagi comment? D'une froideur pas possible. Hein. Mais pourtant, elles ont été présentes dans son éducation ou pas? Non? Au niveau matériel, je dirais. D'accord, bon, ça explique aussi, d'accord. Oui, d'accord, elle n'était pas très proche, d'accord. Ma mère, si, mais ma sœur, non. D'accord. Ma sœur ne voulait pas d'enfants, donc elle me disait, moi, j'ai pas envie de m'occuper d'autres enfants. Bon, ça, je le comprends. Outre le fait que vous pensez elle a trouvé dans la famille de son compagnon un équilibre, ce qui est certainement important. Cette famille, peut-être qui lui a manqué à un moment, ce que vous reconnaissez, c'est-à-dire que vous l'avez éduqué du mieux que vous avez pu. Je pouvais pas jouer les deux rôles. Évidemment, non, on ne peut pas jouer les deux rôles, mais pour autant. Comment expliquez-vous finalement qu'elle puisse être comme ça, un peu dans une forme de colère vis-à-vis de vous, enfin qu'elle exprime Je sais pas. Les seules relations qu'on ait, c'est par SMS, donc c'est pas. Vous vous êtes quitté comment quand elle a quitté la maison avec son petit ami Ah, très bien. Très bien. Très bien. Mais après, je dirais 1 mois ou 2 mois après, elle a dit maintenant je vis ma vie. Oui. Et tu me laisses tranquille, tu t'occupes pas. Et évidemment, quand il y a eu la petite qui est née, c'était un grand plaisir pour moi parce que maintenant je me retrouve seul. Oui. Vous voyez, au niveau de la famille, j'ai plus personne. Oui. Alors, est-ce que justement, il n'y a pas peut-être un début d'amorce de réponse là? Quand elle vous dites, ça fait plusieurs fois que vous dites, vous n'avez plus de famille et vous vous retrouvez seul. Donc votre fille constituant votre seule famille, avec votre petite fille, vos seuls repères, vous êtes extrêmement en attente affective et que peut-être il y a quelque chose d'un peu oppressant pour elle, au point qu'elle en vienne à vous dire « tu me laisses tranquille », comme si elle craignait finalement d'avoir à vous porter presque un peu à bout de bras. Je suis d'accord d'une certaine forme. Comme si votre équilibre dépendait d'elle, ce qui peut être un peu difficile. Pas me porter, mais elle ne me rendre aucun service. Oui, mais alors, ça va peut-être vous paraître un peu difficile à entendre, mais elle n'est pas là, entre guillemets, pour vous rendre service. Elle est là, c'est votre fille, elle est là dans cette relation que vous avez entre père et fille, mais elle n'est pas là pour rendre service en soi. Vous voyez, à moins que vous soyez dans une difficulté, mais heureusement, ce qui ne semble pas être le cas, vous n'êtes pas dans une situation de maladie, d'invalidité. Justement, j'ai des problèmes de santé. Oui, mais c'est pas votre fille qui doit, si vous voulez, totalement vous prendre en charge. Vous semblez dire comme si elle était maintenant en dette. C'est peut-être ça le problème. Mais c'est pas ça que je demande. Vous voyez un exemple. Elle a même réussi à venir 1/2 heure en retard aux obsèques de ma mère, c'est-à-dire de sa grand-mère. Le problème, si vous voulez, est-ce que... Alors, oui, je comprends. Vous n'avez pas... Je l'en veux parce que j'ai plus qu'elle. Peut-être. C'est-à-dire que finalement, vous ressentez comme ça. si c'était tout le sens de votre vie, parce que vous lui avez consacré votre vie, et qu'aujourd'hui, elle était redevable, et donc que vous... renvoyer d'elle une fille qui serait un peu ingrate, ce que je peux entendre. Ingrate, égoïste, oui. Bon, mais si vous voulez, un enfant n'est pas là pour, si vous voulez, il vient au monde pour rendre service à ses parents, pour être là. Elle a sa vie aussi à construire. C'est déjà lourd peut-être de penser que vous attendez tout d'elle. Et qu'est-ce qui fait que dans votre vie, il serait important aussi que vous soyez moins isolé, voyez, Rémi? Que tout ne repose pas sur elle, que vous vous sentiez déjà un petit peu mieux. Peut-être que vos relations s'en trouveraient apaisées avec votre fille. J'étais pendant 4 ans avec une personne. Mais pas seulement d'ailleurs sur le plan amoureux, voyez, peut-être avoir une vie un peu plus... que tout ne dépende pas que de votre fille.
Mais je demande pas ça. Mais une fois de temps en temps, elle me dirait, tu passes pour voir la petite. Oui, mais justement, pourquoi elle vous le demande pas? C'est la question. Alors que on ne peut pas développer là ce soir, mais je crois qu'il faut quand même y réfléchir. Mais alors que la belle-mère, elle la voit régulièrement. Bon courage, je suis obligée de rendre l'antenne. On pourra en reparler une autre fois si vous le souhaitez. Au revoir.